Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour et bienvenue dans un épisode bonus de Paillettes et Préjugés. Dans l'épisode précédent, nous nous étions demandé comment parler de parties intimes aux enfants, avec la célèbre Charline Vermont du compte Instagram Orgasme et moi, et autrice du super guide Corps, Amour et Sexualité, et avec Anne-Laure Bourgeois qui vient de lancer les ateliers Badass. Habituellement, chaque épisode est suivi d'un mini-épisode dans lequel les invités nous offrent leurs recommandations culturelles. Mais ce mois-ci, on va faire un peu différemment pour profiter du passage de Tessie Van der Heg à Paris. Tess, comme son nom laisse l'imaginer, est belge. Tu es éducatrice certifiée en santé sexuelle et formatrice en sexualité positive et égalité des genres. J'ai dû bien sûr le lire pour réussir à le lire en entier. Tu as été formée au Canada où tu vis depuis 10 ans. Et tu as sorti un livre aux éditions Marabout et qui est disponible en France et qui s'appelle 100 petites conversations à avoir avec son enfant. Sous-titre « Comment parler de sexualité dès le plus jeune âge » que j'ai adoré. Voilà, je pensais qu'après avoir lu le livre de Charline Vermont, j'aurais plus besoin de lire aucun livre sur l'éducation à la sexualité positive pour les enfants. Je me suis trompée, il est vraiment super. Je me suis demandé de quoi on pourrait parler ensemble, parce qu'il y a tellement de sujets en fait que tu abordes dans ton livre, et qui sont en fait tous les sujets que j'ai envie d'aborder avec Paillettes et Préjugés. Tu parles de consentement, expliquer la procréation, parler de genre, montrer comment lier des relations saines, enfin tout ce qu'on veut pour nos enfants, quoi. Et du coup, en fait, il y avait trop de choix. Donc j'ai décidé de simplifier. On va s'intéresser plutôt à ta vision de l'éducation à la sexualité positive, des différences d'approche que tu as pu constater entre la francophonie européenne et le Québec. On y va ? C'est parti. Bon alors d'abord, moi, une des premières choses que j'ai notées avec ton livre, que j'ai remarqué, c'est que tu utilises le mot sexualité. Ouais. Alors qu'en France, on va vachement parler des VAR, c'est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et à la sexualité. Pendant les débats d'ailleurs, quand on a eu toutes les discussions lors du vote du programme, c'était du coup printemps dernier, pratiquement personne n'utilisait, tout le monde utilisait l'acronyme comme pour noyer le mot tabou. Et même si on regarde, en fait, très rapidement, tout le monde va mettre, si on utilise le mot sexualité, ça va être entouré de plein d'autres petites choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vachement interrogée quand j'ai voulu chercher un peu le slogan de Paillettes et Préjugés. J'avais envie de parler de mettre l'homosexualité, et en fait j'ai fait un peu un tour autour de moi, et en fait je voyais bien que tout le monde me disait mais tu vas te tirer une balle dans le pied si tu mets sexualité dans le titre, ça va faire peur à tout le monde, on va avoir l'impression que tu parles de de BDSM ou d'autres choses apparemment horribles dans la bouche des autres. Et donc voilà, du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée à mettre le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Et en fait, dans cette intimité, je voulais dire sexualité, et ça a été pas facile pour moi d'accepter qu'il n'y aurait pas le mot sexualité, mais je me suis dit que peut-être que plus tard, je pourrais le remettre. Alors dis-moi pourquoi, toi, t'as choisi de mettre sexualité de façon aussi décomplexée. Oui, mais en fait, déjà, disons que c'est l'approche anglo-saxonne qui va utiliser éducation à la sexualité, sexuality education. Donc généralement, la façon dont c'est présenté, c'est avec ces mots-là. Alors c'est vrai que ce soit en français ou en anglais, en tant qu'adulte, on a tendance quand même pas mal à associer le mot sexualité avec une projection assez adulte, avec des idées d'adultes. Et en fait, c'est ça que je fais souvent avec les parents, avec les professionnels. Dès que j'ai une présentation, la première chose qu'on fait, parce qu'on va voir dans le livre aussi, c'est que je demande, sans jugement, de prendre quelques secondes et de réfléchir c'est quoi les premiers mots qui nous viennent en tête quand on pense homosexualité. Et on a tendance, en tant qu'adulte, à projeter des idées d'adultes, ce qui est normal, parce que c'est un peu notre rapport par rapport à ce mot-là. La réalité, c'est que la sexualité, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est né. En fait, l'idée qu'on est né comme des êtres sexués. Donc, chaque personne est née avec des organes reproducteurs, on est né avec, on va développer des hormones. Tout ça, ça fait partie de la sexualité, de la santé sexuelle. Et donc, la sexualité, c'est pas juste le sexe, c'est pas juste l'intimité avec une autre personne, c'est aussi son rapport au corps, c'est son identité, c'est, comme j'ai dit, sa santé sexuelle, son rapport à l'appareil reproducteur. C'est toutes ces choses-là qui font partie de la sexualité. Et donc, si ça fait partie de la sexualité depuis l'enfance, c'est utiliser ce mot-là pour parler
de tout ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau des rapports aux autres, depuis la naissance. Dans le livre, justement, tu demandes à quoi fait penser. Je crois que tu demandes d'écrire 3 mots, les 3 mots auxquels on pense quand on parle de sexualité. C'est ça. Je vous laisse le faire. Voilà, c'est bon, vous l'avez fait. Non, vous l'avez pas fait, mettez en pause, remettez plus tard. Et c'est vrai que moi, quand j'y ai pensé, je sais plus ce qui m'est venu spontanément, mais un des mots, c'était acte, quelque chose comme ça. Et après, tu te demandes, est-ce que c'est applicable pour des enfants ? Et en fait, acte, bah oui, acte, c'est applicable très vite, en fait, parce que les enfants commencent à se masturber, commencent à faire pipi, commencent à avoir besoin d'hygiène corporelle hyper tôt, en fait. C'est ça, ils vont découvrir leur corps. Enfin, un enfant, dès la naissance, découvre son corps, découvre les différentes parties de son corps, va découvrir ses organes génitaux, mais aussi découvre un truc assez, que la base de l'humain, c'est le toucher. Alors le toucher, le fait d'être touché, le fait d'être tenu, la relation à l'autre, tout ça, ça rentre là-dedans aussi. Et c'est pour ça que je pense que le mot Evars, justement, je pense qu'il est emprunté en plus de la Belgique, parce que Evras, ça j'ai toujours connu moi depuis que je suis petite, c'était l'Evras. Donc là, on a bougé le R, je pense, pour faire la différence entre la Belgique et la France. Et cette idée que voilà, il y a la vie affective, relationnelle, amoureuse, sexuelle. Mais c'est pas ou à la sexualité, mais en fait, ce mot sexualité, il peut aussi englober tous ces aspects-là. Si on a encore des difficultés par rapport au mot, c'est un peu comme on a peut-être eu avec le mot féminisme pendant un moment, il y a un petit peu ce double tableau de on va amener le mot, on va le répéter jusqu'à ce que ce soit normal, et en même temps on essaie un petit peu de trouver des alternatives parfois pour parler justement peut-être de santé sexuelle, de consentement, de respect des limites, de découverte du corps, d'intimité, et d'aller amener en fait tous ces sujets-là qui font partie de ce parapluie du mot sexualité. Et tu dis aussi sexualité positive. Oui, donc là pour moi, c'était la grande différence, je trouve, de découvrir finalement cette approche à nouveau peut-être plus anglo-saxonne ou peut-être québécoise aussi, qui a cette influence-là. C'est l'approche positive à la sexualité. Et la meilleure façon d'expliquer l'approche positive à la sexualité, c'est de réaliser que généralement, dans notre culture, on a une approche assez négative à la sexualité. C'est-à-dire qu'on en a peur. Même si on pense, par exemple, simplement les mots en français, les insultes sont toutes autour de la sexualité. On voit la sexualité comme quelque chose de négatif, de dangereux. On parle quand... Donc ça veut dire qu'au Québec, ils voient la religion comme quelque chose de négatif et dangereux. Parce que toutes les insultes, c'est calice, oui. Oui, c'est ça aussi, mais ça reste quand même qu'on a aussi quand même toutes les insultes qui restent liées à la sexualité aussi, quand même beaucoup. Et enfin, dans les autres langues, c'est pareil. Enfin, dans beaucoup de langues, on a quand même cette image assez négative. On parle souvent de la peur des IST, on parle de la peur des grossesses. On est quand même toujours souvent sur la peur autour de la sexualité, quelque chose qui est un peu sale, qui est un peu dangereux. Et l'approche positive, c'est de dire, on a une célébration de la sexualité, une célébration du corps, de réaliser que avoir un corps, c'est c'est quelque chose de positif. Avoir une sexualité, c'est positif. Une sexualité avec soi-même, avec son propre corps, de découvrir son corps. De nouveau, c'est pas forcément sexuel, c'est simplement le rapport au corps. Et l'approche positive aussi, c'est une approche qui est sans jugement. Donc, qui est pas là pour dire quoi faire, mais vraiment qui est là pour donner de l'information qui est basée sur la science, sur les informations, et laisser les personnes faire des choix pour elles-mêmes, pour eux-mêmes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, si tu me demandes de parler de l'éducation à la sexualité en Amérique du Nord, je vais justement penser à une approche qui est très négative, abstinence, IST, enfin vraiment ce qu'on voit en tout cas dans les séries, dans les médias sur l'approche de la sexualité. Alors c'est surtout aux États-Unis, ça fait vraiment peur. Et toi, tu dis à l'inverse que peut-être que c'est au Canada, que c'est plutôt positif.
Alors, je dis pas que c'est généralisé, mais c'est un courant, disons. D'accord. C'est un courant qu'on voit plus. Si on regarde les personnes qui travaillent dans le monde de l'éducation à la sexualité, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas ça au Canada non plus. Aux États-Unis, il y a une vraie certification du travail d'éducation à la sexualité. C'est globalisé. Disons qu'il y a des crédits, il y a une reconnaissance de ce travail-là et de la formation en continu aussi, qui est assez essentielle. Au Canada, ça va dépendre des provinces. Donc, on va voir le Québec, qui est bien avancé sur ces questions-là. On a la province dans laquelle je me trouve, qui est tout à l'ouest, qui est la Colombie-Britannique, dans laquelle on a aussi un programme qui existe depuis longtemps. Mais il y a d'autres provinces qui n'appliquent pas du tout, qui ne les mettent pas en place, pour lesquelles c'est très compliqué. Donc, c'est pas dire qu'en Amérique du Nord, c'est mieux fait, mais du moins, il y a ce courant d'éducation à la sexualité positive, inclusive, non jugeante, qui est qui existe et que j'ai pas vraiment trouvé énormément dans la littérature francophone, ou en tout cas très peu. C'est vrai que c'est un problème aussi en France. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres pays francophones d'Europe, mais il n'y a pas vraiment de formation officielle. Les personnes qui sont censées faire les VARS dans les écoles, elles ont un programme maintenant, donc c'est super, mais elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de temps de formation. Pareil, toutes les personnes qu'on voit sur Internet qui vont dire qu'elles sont coachs en sexualité, auprès des parents, sexualité infantile, pareil, il n'y a pas vraiment de formation. Et donc on est face à un rien, un grand flou, où tout le monde peut se décréter formatrice, tout le monde peut se déclarer coach. C'est ça. Et c'est ça le problème aussi, c'est de pas franchement avoir cette reconnaissance et de savoir ce que les personnes ont appris, puis d'où. Et là où je me trouve, il y a c'est le planning familial finalement, ça n'a pas le même terme, mais c'est le planning familial de la province qui met en place justement cette formation certifiante. Donc, de façon pour être certifiée et travailler, j'ai suivi tout leur programme sur 1 an. Puis après, il y a aussi un suivi au niveau du nombre d'ateliers qui est donné. C'est quelque chose qui est régulier, donc s'assurer que les personnes font de la formation continue, continuent à offrir des ateliers, voilà, travaillent dans le milieu finalement. Et c'est ça qu'on trouve pas forcément ici. Enfin, il y a un retard par rapport à cette formation-là et à la qualification des personnes qui vont offrir ces formations, même si on dit que les enseignants vont le faire aussi, ça reste qu'on n'a pas donné les outils, ou très peu d'outils semblent aux enseignants et aux enseignantes qui seront responsables de délivrer le contenu de ces ateliers. Et je pense que la base justement, ça va être qu'on lance des personnes dans des classes avec leurs idées, avec leurs préjugés autour de la sexualité, de ce que le mot sexualité veut dire, sans les encourager à questionner justement leurs biais, leurs idées préconçues sur la sexualité, leur jugement et leurs tabous autour de ça aussi, parce qu'ils en ont, et ils vont le transmettre aux élèves et aux enfants à travers ces enseignements-là. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode précédent, du fait qu'en France, certaines personnes qui, depuis déjà des années, font des formations en école, sont des personnes d'extrême droite, et essayent donc de passer leur propre vision. Je sais même pas comment décrire leur vision. Les mots me manquent pour décrire conservatrice, disons, si on veut être gentille. Correct. Alors concrètement, quand tu parles de sexualité, qu'est-ce que tu mets dedans ? Je sais que tu as une super illustration dans ton livre avec des cercles. Oui, c'est ça, c'est les cercles de la sexualité. Donc, c'est de dire qu'il y a plusieurs aspects, comme ce que je disais, la santé sexuelle et reproductive, l'intimité, donc le rapport à l'autre, mais aussi le rapport à soi, comme tu l'as décrit, le découvert du corps, la masturbation. De nouveau, même si c'est pas sexuel, le toucher, le fait d'être tenu, la sensualité. Donc, ça peut être aussi les relations à l'autre, le fait les relations intimes avec d'autres personnes. On a tout ce qui est l'identité, notre identité sexuelle, et tout l'aspect aussi un peu plus de la sexualisation, donc le fait que dans nos sociétés aussi, le sexe est utilisé, enfin la sexualité est utilisée pour vendre, pour attirer. Il y a le flirt aussi, enfin le fait d'utiliser un petit peu finalement la sexualité pour attirer et jouer de ça. Et donc c'est ça qu'on voit à travers ces différents cercles, que finalement il y a de l'éducation à faire à tous les niveaux, dès la petite enfance, enfin dès le plus jeune âge, que ce soit autour des termes pour le corps, comme ça avait été discuté, du consentement, des limites, mais aussi de la prévention des violences. Et ce que je trouve intéressant quand on parlait d'éducation positive puis de l'approche positive,
Et une des grandes différences peut-être qu'on va voir entre le travail que je vais mettre en place, puis la façon dont je l'aborde en classe avec les élèves au Canada, et finalement presque le discours qu'on a entendu sur les VARS ici, c'est qu'on est encore beaucoup finalement dans une approche négative de prévention. Et ça veut pas dire que la prévention c'est pas important. Bien entendu, la prévention des violences, elle est importante. Les conversations autour des violences sexuelles, même chez les adolescents, c'est quelque chose d'essentiel. Mais finalement, on reste quand même pas mal dans la peur aussi de la sexualité. On parle pas forcément du plaisir. On parle du consentement parce qu'il faut faire attention pour soi aux autres. Bien entendu, c'est important, mais de nouveau, on parle pas on a le consentement pour s'assurer qu'on a du fun, qu'on s'amuse avec une personne, qu'on a un plaisir partagé, que ça se passe bien, que c'est agréable. Ou pas partagé. C'est la sexuelle en moi là qui parle, mais c'est vrai que le plaisir, c'est aussi le plaisir seul, c'est aussi savoir qu'on a le droit à avoir du plaisir seul. Tout à fait, oui. Mais là, je veux dire qu'on parle du consentement sexuel et de la prévention des violences. Mais bien entendu, ça va être aussi tout cet aspect inclusif que quand on parle de sexualité, quand on parle de relations et tout ça, d'aussi mettre en avant que, oui, en fait, de pas avoir des sentiments amoureux, c'est aussi normal. Parce que ça, quand on en parle à la puberté, qu'on parle des attirances, on va en parler aussi, parce qu'en fait, l'inclusion dans ces ateliers-là, c'est s'assurer que chaque élève se voit reconnu en fait dans ce qu'on est en train d'expliquer. Mais c'est aussi la célébration justement que, surtout à cet âge-là, quand on se pose des questions, est-ce que je suis normale, c'est pas normal et tout, la célébration du corps, de sa sexualité, de dire tous les corps sont normaux, tu vois, que de profiter de son corps. Et quand on parle de la prévention, d'aller vers le plaisir finalement, plutôt que juste sur il faut faire attention, l'aspect légal du consentement sexuel, et de se concentrer finalement que sur ces aspects-là. Tu sais, je suis arrivée dans cet épisode, je pensais pas du tout que j'allais parler de mon asexualité, donc le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour autrui. Et en fait, je me dis que c'est vachement lié, je pense, le fait que je fasse Paillettes et préjugés avec mon propre, ce que les gens voient comme une non-sexualité, qui est bien sûr bien plus compliqué que ça, mais quand toute ta vie on t'a dit, on a eu une approche de le couple est égal le sexe est égal adulte, c'est hyper difficile en fait, après une fois que t'es adolescente, même si on m'avait parlé d'asexualité quand j'étais ado, ce qui n'était pas le cas parce que le terme n'était même pas connu en France, mais même à ce moment-là, même le moment où moi j'ai découvert le terme, j'avais déjà tellement d'idées qui étaient dans ma tête de t'es pas une adulte si t'as pas de rapport sexuel, t'es pas normal si t'as pas de rapport sexuel, tu dois pratiquer pour l'appétit vient en mangeant, tu dois pratiquer, tu vas pour y arriver. Donc plein de choses dont j'ai parlé dans mon podcast Free From Desire, que en fait c'était trop tard en fait. J'étais déjà dans cette violence en fait auto-infligée, et aussi surtout infligée par ce que la société m'avait mis dans la tête. Alors que dès que les enfants sont petits, on leur apprend que la sexualité c'est pas tout, que la sexualité n'est pas obligatoire, que la sexualité ne fait pas de nous des adultes, que le passage à l'âge adulte n'est pas forcément centré autour des actes sexuels, ça change beaucoup de choses. Et quand on voit aussi, d'ailleurs, si tu le disais dans ton livre, que plus on fait d'éducation à la sexualité positive chez les enfants, plus tard, en fait, ils commencent à avoir des rapports sexuels. Parce que de fait, si tu penses que passer à l'âge adulte, c'est avoir des rapports sexuels, comme beaucoup de gamins, t'as envie de devenir adulte. Et si du coup, être adulte, ça passe par autre chose, tu vas pas te sentir forcé d'avoir des rapports sexuels. Et en parlant avec toi, je me dis à quel point ma vie, elle aurait été plus heureuse, tu vois, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon plaisir, vis-à-vis de plein de choses, en fait, si on m'avait parlé de sexualité dans toute sa diversité, plutôt que juste de dire sexe, bébé, donc sous-entendu, hétérosexualité, mâle, âge adulte. Et il y a tellement à gagner, quoi, dans toutes ces nuances. Ben oui, c'est certain. Enfin, c'est de pouvoir avoir ces conversations-là et puis, de reconnaître justement la diversité, d'avoir ces conversations autour que, comme on dit, en fait, c'est pas une non-sexualité, c'est un non. Enfin, c'est nouveau, la sexualité, c'est plein de choses. Donc, c'est pas une non-sexualité. On a une sexualité, même si on n'est pas quelqu'un qui est sexuel ou qui a des rapports sexuels, mais on a un rapport. Enfin, on a tous les autres aspects dont on a parlé, on a notre identité, on a notre corps, ça fait aussi partie de notre sexualité finalement, du fait d'être un être sexué, même si on n'a pas une sexualité avec d'autres personnes ou des attirances sexuels, qui est finalement juste un aspect de tous ces cercles-là. Je vais remettre ma casquette asexuelle. Souvent, je vois les gens qui sont très perturbés quand je parle de masturbation, des personnes asexuelles, partant du principe que mais vous êtes attiré par personne, pourquoi vous vous masturbez ? Et en fait, je trouve ça
tellement triste qu'on est complètement perdu de vue. On nous a tellement dit sexe est égal autre personne, est égal amour, blablabla. On a complètement perdu de vue ce qui est vraiment l'excitation, ce qui est vraiment la masturbation. C'est-à-dire que c'est quand même, ça peut être lié à de l'attirance pour autrui, d'accord, mais toute personne a déjà eu envie de se masturber ou s'est déjà masturbée. Toute personne ne s'est pas déjà masturbée. Malheureusement, c'est aussi ça le problème. Mais je veux dire, c'est un rapport normal du corps, biologique, de ressentir de l'excitation. Alors, on peut le voir pour les personnes qui ont des cycles menstruels, selon les cycles menstruels. On le voit très bien avec l'adolescence et même à la très petite enfance. Les érections spontanées, en fait, qui ne sont pas clairement quand des enfants de 2 ans ont une érection, c'est pas parce qu'ils sont en train de penser à leur maîtresse ou je ne sais quoi. Enfin, c'est juste c'est lunaire en fait de penser ça. Il y a quand même tout un aspect biologie, tout un aspect d'apaisement aussi qui est hyper important et je trouve que c'est important d'enlever l'aspect sexualisant. En fait, c'est compliqué parce qu'en fait on manque de mots en fait pour dire juste le côté sexuel sans le regard pervers et négatif des adultes. Pas que la sexualité soit perverse ou négative, mais le regard qu'on lui pose, je trouve, est hyper... Mais oui, mais déjà, c'est ça, c'est qu'il y a cette association négative à la sexualité et en plus, on va projeter des comportements sexuels d'adultes sur des enfants. Donc là, clairement, quand on parle de réaction des parties génitales, donc que ce soit une érection, enfin, simplement le fait d'avoir du sang qui s'en va vers les parties génitales, c'est des réactions qui sont souvent mécaniques et même chez les adultes. En fait, il y a une non-concordance, je ne trouverai pas le mot en français, mais enfin une non-concordance, je pense que c'est ça, une non-concordance qui est démontrée en fait entre le fait d'avoir du sang qui s'en va vers les parties génitales et une excitation mentale. Donc on peut avoir des érections sans être excité et inversement on peut être excité sans avoir des érections. La même chose, l'érection du clitoris ou le fait d'avoir du sang qui part vers la vulve, c'est pas toujours forcément parce qu'il y a de l'excitation et inversement ça fonctionne pas non plus. Et donc c'est de se rappeler ça aussi, c'est qu'il y a tout cet aspect mécanique, même la découverte du corps chez l'enfant dès la petite enfance, le fait de toucher ses parties génitales pour l'apaisement, pour le bien-être, voilà, pour se détendre finalement, qui est pas la même chose que souvent des réactions d'adultes qui va aller peut-être plus dans, pour certains, voilà, une satisfaction sexuelle. Et donc on fait pas mal de projections d'adultes sur ces comportements-là d'enfants et donc on dit ces enfants-là ça va pas, il y a des comportements sexuels, il y a quelque chose qui va pas, enfin comme tu disais on va les projeter quelque chose de négatif et d'adulte sur les enfants alors que c'est vraiment un cheminement d'enfants et c'est quelque chose de tout à fait naturel. On va pathologiser ces comportements et si on le fait pas, parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont déjà un peu avancées dans leur réflexion et je pense qu'il y a peu de personnes qui vont pathologiser les comment tu dis, c'est quoi le terme chic, les stimulations les stimulations, enfin la réaction des parties génitales, mais le réflexe ça va souvent être de dire de pas savoir quoi en faire, d'être surprise, surtout si on a eu des problèmes avec la sexualité dans son passé, et souvent de dire tu peux pas le faire devant moi ou tu peux pas le faire tout court. Alors qu'en fait, il y a justement, je pense que dans la sexualité positive, c'est aussi apprendre aux enfants quelles sont les règles sociales vis-à-vis de la masturbation, notamment. Tout à fait, oui, c'est de nouveau cette approche positive, c'est que de découvrir son corps, c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de négatif. On a un corps qui est doté de parties génitales et qui ont énormément de terminaisons nerveuses. Donc il y a aussi cette capacité au plaisir pour les parties génitales. Et le fait de découvrir son corps, de découvrir comment ça fonctionne, c'est quelque chose de positif. Bien entendu qu'on ne veut pas amener du tabou et puis du mal-être par rapport à ça. Après, de nouveau, c'est bien entendu qu'on va aller mettre les règles en disant c'est normal que tu découvres ton corps, que c'est agréable. Par contre, on fait ça quand on est tranquille, on fait ça quand on est seul et on va ensemble retrouver quels sont ces espaces en fait dans lesquels l'enfant peut découvrir son corps tranquille. Trop bien. Est-ce que tu vois une différence entre ce que tu appelles l'éducation à la sexualité positive pour les enfants et les VARS? Est-ce qu'il y a des différences d'approche entre ce qu'on fait en France et la vision qu'on en a, l'approche qu'on a promue en France et celle que toi en tout cas, tu promeus? Oui, je trouve pas mal.
Disons déjà que, bon, comme le programme a fait pas mal de vagues, il y a l'aspect inclusivité, il est un petit peu mis de côté. Un petit peu, c'est gentil. Voilà. Découverte, discussion d'identité de genre qui arrive en 5e, c'est très tard. Très tard. Alors qu'on parle pas mal de stéréotypes de genre. Donc c'est bizarre de parler de stéréotypes de genre sans parler d'identité de genre. Donc ça va être complexe. Oui, comme je l'expliquais dans donc, le hors-série de cet été, Bienvenue bébé, les enfants apprennent le genre en fait très tôt. Je veux dire, si tu demandes à un enfant de 2-3 ans si c'est un garçon ou une fille, l'enfant va souvent avoir une réflexion, quelque chose à te dire. Parce que l'enfant a compris. En fait, si l'enfant se dit garçon ou fille, c'est que l'enfant a déjà compris quelque chose. Ça peut prendre plus de temps, notamment s'il y a des interrogations, du mal à trouver, etc. Mais on voit bien que l'apprentissage du genre, c'est entre 3 et 5 ans. Oui. Et donc, du coup, je dis, mais pourquoi attendre si tard pour parler de genre ? Oui. Bah oui, c'est ça. On a bien compris, c'est une peur des lobbies anti-Evars, pour le coup. Donc déjà, bon, l'aspect d'inclusivité, c'est sûr qu'il est vraiment... il est très peu présent, même quand on parle après des orientations sexuelles, de l'approche en général. Je crois que la sexualité, du coup, a été enlevée, je crois, en orientation sexuelle. J'ai un doute tout d'un coup. Je sais même plus, mais j'ai même pas vraiment beaucoup trouvé de mentions autour de l'orientation sexuelle. On a, je pense, aucune mention de ce qui est de la reproduction. Donc peut-être que ça tombe dans le cours de biologie, c'est pas très clair, mais voilà. Enfin, il y a personne qui va répondre à ces questions-là. Et puis, comme je disais, je pense que la grosse différence, c'est cette approche positive. C'est cette idée que, justement, on va quand même pas mal dans une idée de la prévention des violences plutôt que dans la promotion du bien-être. On parle pas de plaisir, par exemple, non plus. Ouais, c'est ça. La sexualité n'apparaît plus dans le programme. Elle a été retirée. C'est dingue. C'est juste le fait de dire aux jeunes que, potentiellement, ils pourraient ne pas être attirés sexuellement par une personne, ça met tellement en danger le schéma hétéropatriarcal qu'on a préféré faire semblant que ça n'existait pas et se dire bon ok on accepte l'homosexualité puisque vraiment vous nous faites chier avec ça quoi. Mais on va quand même pas remettre en cause toute la base de notre société hétéropatriarcale. Je trouve ça dit beaucoup en fait ce qui a été enlevé de ce programme et quand est-ce qu'on en parle de ce qui fait réellement peur et de ce qui est vraiment une menace au système, en fait, ça. Tout simplement. C'est juste, qu'est-ce qui est menaçant et qu'est-ce qui est révolutionnaire aussi, du coup, en fait. C'est vrai qu'il y a une différence d'approche. On va aller plus, justement, sur l'inclusivité. C'est quelque chose d'assez important d'aborder ces aspects-là. Dans les salles de classe, c'est important pour les écoles avec lesquelles je travaille. C'est important pour les conseils scolaires que je desserre. Et de parler aussi, quand on va parler d'aspects positifs, de parler du plaisir de façon aussi que on parle des relations saines, c'est pas juste la prévention des violences, c'est aussi ça ressemble à quoi quand c'est agréable, quand ça se passe bien, quand on a des bonnes relations amicales, quand on a des bonnes relations éventuellement amoureuses ou intimes, ou le rapport de nouveau à son propre corps, enfin de pas aller juste dans la peur et dans la prévention des violences, parce que je pense qu'on est encore beaucoup là-dessus. Ça a permis un peu au niveau de l'activisme pour les VARS de faire passer le message, de dire c'est important pour la prévention des violences. Mais donc, j'ai l'impression qu'on a très peur aussi de parler de l'aspect positif, éventuellement quand même toujours un peu de cette peur de dire si on parle que le sexe c'est fun, ils vont tous s'y mettre. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. En fait, plus on va expliquer à quoi ça ressemble le consentement sexuel, à quoi ça ressemble quand on a du plaisir, quand on échange du plaisir. Enfin, cette recherche finalement peut-être de pas de le faire parce qu'il faut le faire, mais de le faire parce qu'on a envie, ou justement de pas le faire parce qu'on n'a pas envie. On voit comme on vient dans les chiffres, il y a un retard, il y a une tendance à moins de partenaires, simplement parce qu'il y a plus de choix éclairés qui sont faits. Ça me fait penser à quand on parle de procréation avec les enfants, j'entends souvent, même dans le contenu plutôt éclairé et progressiste, les gens dire les enfants naissent quand deux personnes font l'amour, ce qui est déjà mieux qu'un câlin entre adultes. Mais moi, déjà, tout ça, c'est un vocabulaire, en fait, de ne pas dire le mot « ont des rapports sexuels », qui me dérange énormément. Font l'amour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont amoureux ? C'est pas comme ça que naissent les bébés. Enfin, il y a des cas de violence, effectivement, de rapports non consentis. Il y a des cas de rapports tout à fait consentis, mais pas du tout amoureux. Il y a des cas comme le cas dans ma famille de PMA, de don de sperme. Et en fait, je trouve que c'est, encore une fois, on a peur de dire que les adultes ont des rapports sexuels
que c'est quelque chose pour les adultes, qui est fun pour les adultes. On dit ça pour l'alcool, mais on dit pas ça pour le sexe. Que oui, ça va être fun, et plus tard tu pourras le faire, mais pour l'instant ton cerveau il est pas assez développé. Et donc on est en train en faisant ça, d'envoyer une mauvaise image en fait sur la sexualité que les enfants vont garder à l'âge où ils pourront commencer leur sexualité, ou même avant, parce qu'on voit malheureusement beaucoup trop d'enfants qui ont des rapports sexuels quand c'est encore des enfants, quoi. C'est drôle, j'avais eu cette conversation avec une amie. Elle était avec sa fille qui devait avoir 8-9 ans, je pense. Et justement, elles avaient eu cette conversation sur comment on fait les bébés, etc. Et puis, qu'elle avait entendu justement, c'est quand deux personnes s'aiment très fort. Non, mais en fait, elle avait compris. Parce qu'on lui avait expliqué. Elle dit, non, c'est un ovule, c'est un spermatozoïde. Elle avait compris la mécanique. Elle dit, non, les gens sont pas obligés d'être amoureux. Parce que, ça changerait que les gens ils sont amoureux si t'as un ovule qui est présent dans l'utérus et puis qu'il y a un spermatozoïde qui arrive et qu'il est sorti du pénis et qu'il est venu des testicules. Non, en fait, il n'y a pas besoin de sentiments amoureux. Parce que sinon, après, t'as aussi, à l'inverse, les enfants qui se disent, on se fait un câlin, on va être enceinte, quoi. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est qu'il y a cette peur. Et ce que je dis parfois aux parents quand on fait les premières explications, c'est qu'en fait, au-delà de ça, on n'a pas besoin de parler de sexe quand on parle de reproduction. Parce que c'est pas forcément toujours du sexe, comme on l'a dit. Enfin, il y a plein de différentes façons dont les personnes vont fonder une famille. Et donc, de pas simplement toujours lier le sexe à la reproduction et la reproduction au sexe. Je pense que parler juste de petites graines au début, d'ovules et de spermatozoïdes après, on en parle, on n'a pas besoin d'expliquer dans quel contexte nécessairement le sperme est arrivé dans l'ovule, ou sinon d'expliquer simplement il y a pénétration, c'est un acte qu'on fait quand on est adulte, et puis c'est ça. Puis voilà, ou de dire ça peut être par pénétration, ça peut être par pipette. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de façons dans les préliminaires de leur expliquer. Alors d'abord, papa a fait un cuni, ce qui arrive de toute façon pas très très souvent, mais non, mais c'est ça, c'est qu'on va aller expliquer les différentes façons dont le spermatozoïde peut rejoindre l'ovule, parce que l'enfant va avoir des questions par rapport à ça de toute façon. Si on va avec la première explication, ils reviendront certainement plus tard avec « Attends, mais ton histoire d'ovule et spermatozoïde, comment est-ce qu'ils se rejoignent ?» Ça, c'est tout à fait normal. Et après aussi de dire « Ah, mais voilà, dans l'autre sens, on est deux enfants, est-ce que vous avez fait 2 fois l'amour ? Ou est-ce que vous avez eu du sexe 2 fois, ou vous avez fait ça 2 fois ?» Et de se rappeler que non, justement, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est pas juste pour la reproduction, le sexe, c'est, pour certaines personnes, ça peut être une connexion émotionnelle, ça peut être une connexion de plaisir, d'échange, ça peut être plein de... Et puis n'oublions pas qu'on vit dans une société qui est très sexualisée, et dans laquelle les enfants voient des gens en situation de rapport sexuel ou de séduction constamment. Enfin, un enfant de 4 ans a déjà vu des pubs, a déjà vu une télé allumée, même si c'est pas la nôtre, ça va être dans le TGV, ça va être dans un je sais pas, en écran dans un resto, enfin c'est partout en fait, il faut leur expliquer ce que c'est. Oui. Oui, parce que c'est de la sexualisation tout autour, et puis ils vont entendre des choses. Donc on va... Surtout les enfants qui ont des grands frères, grandes sœurs, grands adeptes. Oui, c'est ça. Ou alors, si on sait que notre enfant va commencer l'école ou le CP, ou avant qu'on l'envoie à l'école, qu'on ait ces conversations, parce que bien entendu que ça va arriver, qu'ils vont en parler. Donc on veut être là pour finalement se positionner comme cet adulte de confiance qui est là pour donner les informations, qui en fait pas un sujet tabou. Parce que parfois on se dit, je vais attendre que l'enfant pose des questions. Si mon enfant a posé une question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse. Et c'est vrai, mais en même temps, il y a des enfants qui posent pas forcément de questions, ou si c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, peut-être qu'on comprend déjà que c'est un sujet assez tabou dont on parle pas. Donc vraiment d'essayer d'être un peu proactif par rapport à ça, et justement l'idée des 100 petites conversations, c'est de se dire on n'attend pas d'avoir une grande conversation de 100 minutes sur comment est-ce que ça fonctionne quand on fait un bébé, comment est-ce qu'on utilise un préservatif, mais plutôt de se faciliter la tâche en fait, et d'avoir des petites conversations d'1 minute sur plein de différents sujets. Ça peut être justement, même je passais dans la rue ici, il y a souvent les distributeurs de préservatifs devant les pharmacies. Ça peut être une opportunité aussi de dire pourquoi est-ce que tu penses qu'elles sont à l'extérieur des pharmacies. Il y a plein de petites choses, on regarde la télévision, on regarde une série, il y a plein de petites opportunités d'avoir ces conversations-là sans en faire un truc où on s'assoit à table. Et c'est ça aussi qui est super avec ton livre, c'est que t'appelles ça, je crois, des lanceurs de conversation, c'est ça ? Dans lequel tu proposes à la fin de chaque partie des moments justement où on peut lancer la conversation
Et je sais que c'est une question qui revient souvent quand je parle de ces sujets. C'est on me dit, mais quand est-ce que t'en parles? Est-ce que t'en parles de toi-même? Je dis, le bain, c'est un excellent moment. Ouais. Nettoyer les fesses de son enfant après les selles, c'est aussi un excellent moment. Enfin, il y a plein de petits moments, en fait, où on peut en parler de façon aussi naturelle. Et tu faisais d'ailleurs la comparaison avec le code de la route. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient faire le code de la route là-dedans? Mais c'est la même idée, c'est que avec la sexualité, avec les sujets liés à la sexualité, on se dit souvent, on doit avoir cette grande conversation, voilà, la conversation. The talk, comme on dit en anglais. La talk, le truc qui fait peur, où finalement c'est juste c'est une boîte de préservatifs de capote qui est laissée sur la table. Et en fait, on fait ça avec aucun autre sujet de l'éducation avec nos enfants. On n'a jamais une conversation une seule fois, puis à la fin. Et l'idée de la conduite, c'est que c'est un peu pareil. On peut apprendre à conduire quand on a 16, 17, 18 ans. Mais on commence pas à ce moment-là, en fait. On ne donne pas à 17 ans les clés d'une voiture à l'enfant en disant, écoute, débrouille-toi. amuse-toi bien. Surtout, oublie pas de mettre ta ceinture. Donc là, peut-être le pendant de la capote. Et puis, c'est tout. En se disant que l'enfant n'a jamais vu une voiture, ou alors peut-être il l'a vu sur internet, ou des jeux vidéo, Fast and Furious, ou peu importe. Et c'est l'accident assuré, on sait bien. La réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, même dès la petite enfance, un enfant va peut-être être dans une voiture, si on a une voiture, ou va voir le code de la route, c'est qu'on s'arrête à un feu rouge, qu'on regarde à gauche, à droite, peut-être été dans le bus, ces notions-là, finalement, de découvrir le code de la route, comment ça fonctionne, de voir comment les adultes interagissent. Ça ne veut pas dire qu'on met un enfant de 3 ans derrière le volant, mais il va avoir toutes ces notions-là au fur et à mesure de sécurité routière. Et puis peut-être à 15-16 ans, je ne sais pas c'est quoi l'âge, mais on va étudier la théorie du code de la route, puis on a la conduite accompagnée. Donc on a toutes ces étapes-là pour s'assurer qu'on a tous les outils pour le faire de façon sécuritaire. Et quand est-ce qu'on sait si c'est le bon moment pour poser des questions à son enfant? Comment prendre les devants? Oui, en fait, c'est ça, c'est l'idée des petites opportunités parfois, comme tu disais, ça peut être des moments opportuns où il s'est passé quelque chose, ou alors on veut faire un bisou, on veut faire un câlin, donc on profite de cette occasion de dire, là, regarde, cet enfant-là, il a pas trop envie de faire un câlin parce que il s'est reculé, ou il a fermé les bras, donc de prendre ces petites opportunités-là. Et puis s'il y a des autres conversations, on veut peut-être insister un peu plus, ou des choses qu'on se dit, là, il faudrait peut-être qu'on en parle, genre peut-être la porno, ou les médias sociaux. Ce que je trouve qui est pas mal, c'est que de nouveau, au lieu de se mettre à table entre 4 yeux, c'est de trouver des moments où on n'est peut-être pas forcément face à face. Une collègue, elle faisait pas mal le truc de la voiture, justement, nouveau, où on est en voiture, ça peut être sur un trajet, parce qu'on n'est pas face à face, on peut dire certaines choses, c'est pas obligé que ce soit une conversation aussi. C'est qu'on se dit toujours, mon enfant, il a levé les yeux au ciel, il a pas envie d'en parler, il a dit, mais arrête. Et donc, on a arrêté. Et de nouveau, c'est vrai que dans la voiture est un des rares endroits où on accepte le silence. Oui, c'est ça. Et puis aussi, on peut dire ce qu'on a à dire sans, je ferme la porte, je pars. On peut dire, écoute, là, il y a des choses que j'ai besoin de te dire. Il y a des choses que j'ai besoin de t'expliquer. Et c'est pas grave si tu m'expliques pas ce qui se passe dans ta vie parce que t'as 13 ans, 14 ans, c'est ton petit jardin secret. J'ai pas besoin de savoir toutes tes amourettes ou pas. Mais moi, je vais te dire certaines choses que je pense que t'as besoin d'entendre. Voilà. Ça peut être aussi quand on fait du sport, si on fait une rando, des choses comme ça. Il y a plein de moments où on n'est pas dans des discussions. Et surtout avec les garçons. Parce que c'est vrai qu'on a une différence dans les discussions où on va apprendre aux femmes et aux filles à vraiment parler de leurs émotions, parler de choses intimes. Et donc là, on a cette culture de se prendre un café, de se regarder dans les yeux, de parler comme nous le faisons à l'heure actuelle. Alors que chez les hommes et chez les garçons, on est beaucoup plus dans une culture de faire des choses, de pas forcément parler. Mais en fait, les conversations importantes entre hommes se font lors d'activités. Et donc, c'est aussi savoir choisir le bon canal en fonction de l'enfant. Dans quel contexte on va pouvoir lui parler. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est de prendre ces petites occasions-là du quotidien finalement. Et puis aussi les livres. T'as mentionné au tout début justement le livre de Charline ou les petits illustrés de l'intimité. Ce genre de livre qu'on peut laisser à la maison, qu'on lit soi-même avant, et puis qui peut être des opportunités d'avoir de lancer un peu les conversations en disant j'ai lu ce truc-là, il y avait telle question qui parlait de ça. C'était moi je savais pas ça quand en grandissant, ou j'ai appris quelque chose de nouveau. Il y a plein de petites façons.
Moi, j'ai les petits illustrés de l'intimité, j'en ai plusieurs. Et en fait, ce qui est pas mal dans ce genre de livre, c'est qu'on a vraiment, c'est fait pour les enfants, alors que ton livre et le livre de Charline sont plutôt faits à partager, mais le livre de Charline a pas mal de dessins quand même, donc c'est fait pour que les parents discutent avec les enfants. Le tien, c'est complètement fait pour les grandes personnes. Oui. Et ce que j'aime bien, c'est que d'avoir des livres avec des vrais illustrés sur le fonctionnement du corps, où on voit le corps de l'intérieur, on voit le corps de l'extérieur. Il y a des pages entières avec des pénis de différentes tailles, différentes formes. Pareil pour les vulves. Et je trouve ça hyper important que, pour l'instant, j'ai toujours pas vu mon enfant le faire, mais je sais que dans sa bibliothèque, mon enfant va pouvoir trouver tous ces livres qui sont disponibles. Et ça nous est déjà arrivé 1 ou 2 fois que mon enfant pose des questions et que je sorte les livres et que je lui montre. Alors voilà, l'urètre, j'ai découvert plein de choses. Urètre, c'est vraiment un mot nouveau dans mon vocabulaire. Oui. Et je trouve ça hyper bien, en fait, de pouvoir, dès qu'on a une question, être prête et avoir les bons dessins, les bonnes explications et pouvoir réagir. Et tu disais aussi, il faut savoir regarder son enfant. On en revient en fait toujours à la même chose, d'avoir le temps et la sérénité dans sa tête. Et donc là, c'est toute une question de dans quel monde on vit, mais de pouvoir passer du temps avec ses enfants, de pouvoir être suffisamment en forme pour voir ce qui se passe et pour se dire, bah là, je sens que mon enfant, par exemple, il est mal à l'aise parce que je suis sortie de la douche et j'avais pas ma serviette. Et à tel moment, en fait, les premières années, ça va rien leur faire, et puis tout d'un coup, ça va leur faire quelque chose. Et c'est toutes ces choses qui sont à lire aussi et dépasser, en fait, réussir à voir ce sur quoi nos enfants s'interrogent. Et quand je dis nos enfants, encore une fois, je parle de nos enfants en tant que parents, mais aussi nos enfants en tant que proches, en tant que personnel éducatif. Il y a vraiment, je pense que c'est une approche à avoir avec tout un panel de gens, en fait. Bah oui, c'est vrai. Enfin, on va aller, autour de tout ce qui est de l'éducation, c'est pouvoir offrir finalement tous ces différents aspects-là. C'est d'avoir des conversations avec l'enfant, c'est de reconnaître aussi le non-verbal, c'est d'aller reconnaître les limites corporelles, les limites du corps. Enfin, toutes ces conversations-là, elles vont faire partie de ça aussi. C'est qu'on apprend. Enfin, on est des modèles. Parce on le sait, on peut dire plein de choses, on peut enseigner plein de choses. Finalement, les enfants, ils vont reproduire aussi ce qu'on fait. Donc, si on montre des limites, si on remarque que si quelqu'un est mal à l'aise, on va changer, qu'on pose des questions, qu'on demande avant de faire un câlin, qu'on a ces conversations-là, ils nous vont interroger avec les autres, mais ils vont reproduire ça aussi, éventuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que t'aimerais parler, une différence peut-être entre les pays? Mais disons qu'il y a peut-être un aspect qui peut être intéressant, c'est qu'on a pas mal parlé des différences entre peut-être l'approche anglo-saxonne ou canadienne et le francophone ou européenne. Et une chose en tout cas qui a été très similaire que j'ai vu en France et que j'ai vu de mon côté aussi, c'est l'opposition de l'EVARS, les positions de l'éducation à la sexualité de façon générale, qui est quand même assez présente aussi là où je me trouve depuis un peu le post-Covid. Le post-Covid, ça a vraiment un petit peu mis le feu aux poudres de repenser, en tout cas de questionner ce qui est enseigné à l'école, ou un petit peu l'agenda de forcer les enfants à avoir un vaccin ou mettre un masque. Voilà, ça a un petit peu amené pas mal de choses et des oppositions à ce qui se passe à l'école. Et finalement, il y a vraiment cette opposition qu'on voit ici, qu'on voit là, sur tout ce qui est en lien justement avec les questions autour de l'identité de genre, de la non-binarité, de la transidentité, de l'orientation sexuelle. Alors qu'avant ça, si je recevais des oppositions des parents, c'était plutôt centré, disons, sur le fait de ne pas vouloir parler de sexualité. Si on parle de sexualité, ça va leur donner envie plutôt. La masturbation, voilà. Vous allez apprendre à nos enfants à se masturber, c'est ce qu'on avait beaucoup entendu lors des ABC de l'égalité, qui était maintenant il y a 10 ans, qui a été la première tentative d'officialiser, de mettre un programme sur ces sujets-là au niveau de l'éducation nationale en France. Ouais, et en fait, on voit une recrudescence finalement d'agenda politique anti-éducation à la sexualité qui prennent source même aux États-Unis dans les années 90, parce qu'il y a justement ces questions autour de on apprend aux enfants à se masturber. Enfin, c'est comme si c'était la même histoire partout. Qu'on soit au Canada, qu'on soit de l'autre bout du Canada sur la côte ouest ou qu'on soit ici, c'est toujours ces mêmes histoires un petit peu de oui, mais on a parlé de ça aux enfants, on a fait ça.
Et en fait, ce qu'on remarque quand même pas mal, que ce soit d'un côté à l'autre, c'est que l'agenda anti-éducation à la sexualité actuel, c'est un agenda qui est quand même profondément transphobe et homophobe. Et sexiste. Et sexiste, oui, mais enfin... Tout va ensemble, quoi. C'est juste comment est-ce qu'on fait pour préserver l'hétéropatriarcalité. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment cet anti-wokisme de on va pas parler d'inclusivité, de ce danger de parler d'identité de genre aux enfants. Et qui, au fond, s'inscrit dans tout la lutte contre la diversité, l'égalité, etc. Donc, mais qui dénote aussi, en fait, un très profond adultisme de se dire les enfants n'ont pas le droit de savoir. Oui. C'est ça qui me dérange le plus non, tout me dérange, mais vraiment ce fait de se dire qu'on peut ça me fait penser à une fois où j'ai un ami l'époux d'une amie qui m'a reproché de parler du fait que j'étais végétarienne et d'expliquer pourquoi j'étais végétarienne à ses enfants. Et il me dit ça va foutre le bordel à la maison. J'étais là genre mais enfin c'est pas à toi de décider si tes enfants sont végétariens ou pas. En fait ils ont le droit, tes enfants, de savoir que ce qu'ils mangent dans leur assiette, ce sont des animaux qui ont été tués et maltraités. Je comprends pas pourquoi parce que toi, t'as pas envie de faire 2 plats, parce que t'as envie de garder ta possibilité de manger de la viande tous les jours, tes enfants n'ont pas le droit de savoir comment fonctionne le monde. En fait, c'est hyper égoïste. Oui, et puis c'est toujours sous le couvert de la protection des enfants, finalement. De leur innocence, de la protection des enfants, on leur met des choses dans la tête. Et cet agenda-là, on le retrouve autant ici en France avec tous les discours anti-éducation à la sexualité. Et j'ai entendu exactement les mêmes là où je me trouve. Et c'est vrai qu'en fonction des écoles dans lesquelles je vais aller, il va y avoir des enfants qui ne participeront pas aux classes parce que les parents les laissent pas venir. Et les raisons derrière, c'est non, on va parler de genre. La majorité des courriels, des emails que je vais recevoir des parents, ça va être comment est-ce que vous parlez de genre, de quoi vous avez parlé, identité de genre, ça veut dire quoi. Donc vraiment cette peur autour de ce sujet d'identité de genre, de la transidentité et de la non-binarité, et que d'une certaine façon, si on en parle, le lendemain, tous les élèves vont arriver en disant en fait, on veut, mon identité de genre, c'est la mauvaise, ou je suis non-binaire. Alors que... D'ailleurs, je voyais une étude passer, alors je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la source, on verra si vous la voyez en description du podcast, c'est que je l'ai retrouvée, qui disait que de moins en moins d'enfants, en fait, aux États-Unis, se déclarent non-binaires. Juste parce qu'il y a tellement de backlash à l'heure actuelle que c'est dangereux. C'est dangereux, en fait. Je pense que c'est dangereux, ou les enfants ne veulent plus. Il y a tout plein de raisons qui font qu'effectivement, la façon dont tu te présentes au monde, elle va changer si tu fais un recul sur ces informations, quoi. Ouais. La meilleure métaphore, exemple, en fait, que j'ai entendu, que j'aime beaucoup, c'est reprendre l'exemple quand on forçait tout le monde à écrire de la main droite. Qu'on devait tous être droitiers. Je peux vous parler de mes traumatismes de chair. Et que tout d'un coup, quand on a dit, en fait, on a le droit d'écrire avec la main gauche ou avec la main qu'on a envie, il y a eu une augmentation du nombre de gauchers et de gauchères. Alors non, c'est pas que tout d'un coup, on a dit on peut écrire la main gauche et que la moitié des enfants, ou 10% des enfants... c'est super, comme ça j'aurai de l'encre sur la main à chaque fois. je vais tenter l'autre main. Non, c'est simplement que tout d'un coup, il y a cette possibilité. Puis on le voit avec tout le reste, comme l'orientation sexuelle. Donc c'est pas parce que tout d'un coup, on a dit aux enfants qu'ils avaient le droit de avoir une identité de genre qui était différente du sexe qui était assis à la naissance, qu'ils vont choisir ça. Loin de là, finalement. Mais comme dans tout, et puis les enfants parfois changent d'avis, et puis c'est pas grave qu'ils changent d'avis aussi. On peut être là pour les accompagner plutôt que d'en faire finalement quelque chose de si politisé, de si compliqué pour les enfants. On est quand même d'accord que l'enfance, l'adolescence, c'est les moments où on explore, où on découvre le monde, on apprend des choses, on en teste certaines. Combien de personnes écoutent ce podcast et ont une phase émo avec des cheveux noirs et des piercings partout? Voilà, c'est important d'essayer de tester la vie soi-même, et je trouve ça hyper intéressant aussi, mais là on en revient à un sujet plus large, qui est apprendre, c'est par l'échec. Et vouloir protéger ses enfants pour qu'ils n'aient jamais d'échec, pour qu'ils aient toujours des notes parfaites, etc., ça ne fonctionne pas. Quand on apprend à marcher, on apprend à marcher en tombant, et c'est vrai pour toutes les autres choses aussi. Donc la sexualité, les relations, tout ça passe en testant, en faisant, en échouant parfois, en se trompant, et puis en cherchant encore. Et
c'est hyper égoïste d'enlever aux enfants en fait cette capacité d'apprendre par eux-mêmes. Ouais, d'explorer. Et on en revient à cette approche positive, c'est qu'on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on est là pour leur donner les informations. À partir du moment où on t'a donné toutes les informations et comment ça fonctionne, toi, en tant qu'agent de ton propre corps, tu as le droit de faire un choix éclairé par rapport à ça. Et là, on voit une différence. On a le droit d'explorer, on a le droit de se poser des questions sur son corps, sur sa sexualité, sur son orientation sexuelle, sur son identité de genre, sur sa carrière. Enfin, on a le droit d'explorer et puis de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et de pouvoir effectivement revenir en arrière, faire des erreurs, mais d'avoir toutes les informations pour pouvoir faire les meilleurs choix pour soi-même. Et j'ai envie de dire, ça va potentiellement augmenter le nombre de personnes qui ne sont pas cisgenres hétérosexuelles, mais ça va aussi faire des personnes qui sont cisgenres et ou hétérosexuelles, des personnes qui sont plus à l'aise dans leur hétérosexualité. Parce qu'elles ont testé, parce qu'elles ont su, parce qu'elles ne sont pas hétérosexuelles par défaut, mais par choix. Et ça, c'est quand même une différence absolument énorme, quoi. Oui, c'est ça, on a le droit de se poser la question. Et dans ton livre, justement, tu disais que toi, c'est ce que tu laissais entendre juste avant, que avant de lancer les classes avec les élèves, tu fais des discussions avec les adultes, c'est ça, avec les parents ? Ouais, donc il y a toujours une présentation qui est offerte pour les familles, pour les parents, qui va faire un petit peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, donc un peu toutes les questions autour de la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire, et d'aller leur poser des questions par rapport aux valeurs qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Donc ce que j'aime beaucoup demander, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour, si vous projetez peut-être dans les premières relations de vos enfants, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Et puis ils vont venir en disant on veut que ça se passe bien, qu'il y ait du consentement, qu'ils soient amoureuses, qu'ils attendent jusqu'au mariage, peu importe quelle est leur valeur. Et de dire en fait en tant que parent, on n'a aucun contrôle sur si ça va se passer, comment ça va se passer, avec qui, mais on a du contrôle sur les conversations qu'on va avoir et les valeurs qu'on va faire passer. Et si on veut que les relations, que ce soit des relations amoureuses, relations intimes, relations amicales, ça se passe bien, ça se passe avec du consentement, ça se passe avec du respect de l'autre, mais il faut qu'on en parle. En fait, ils vont pas le deviner, puis c'est pas en regardant Internet qu'ils vont s'en rendre compte non plus. Donc c'est d'aller amener les parents à réfléchir là-dessus et bien entendu de présenter tous les aspects qui sont présentés dans les ateliers pendant la semaine. Donc ça permet vraiment en fait finalement d'amener les parents à avoir une réflexion sur les conversations qu'ils veulent avoir avec leurs enfants ou sur les familles et ce qui sera discuté en classe, comme ça ils sont préparés aussi si l'enfant rentre à la maison avec des questions, ils savent de quoi on a parlé. Et je pense, et c'est pour ça aussi que je fais Paillettes et Préjugés, parler de tous ces sujets, parler de sexe, parler de genre, parler d'identité, de relations affectives, d'amour, d'attraction, toutes ces choses-là, c'est important pour le bonheur et l'équilibre de nos enfants, et pas que leur protection, mais c'est aussi important, je pense, pour toute la société. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lois, là on est face à un backlash, à un ressac, à un retour de bâton hyper impressionnant, mais en fait ce retour de bâton ne pourra pas fonctionner si dans l'intimité des familles, les gens disent non, en fait, c'est con vos règles. Enfin, si tous les enfants, en fait, sont outillés et savent, en tout cas tous, en tout cas une partie importante savent que l'homosexualité, ça existe, la sexualité, ça existe, les transidentités, ça existe, le plaisir sexuel, ça existe, le clitoris, ça existe. La masturbation. En fait, si les enfants savent ça parce qu'on leur a appris, si les enfants sont conscients de leurs droits à avoir des informations, du droit de décider de leur corps, d'être en charge de leur corps, d'avoir un esprit critique, de questionner, en fait, le backlash ne pourra pas s'installer. On doit à la fois le faire pour nos enfants de façon très égoïste, c'est pour le bonheur de nos enfants, mais aussi, j'ai envie de dire, plus largement, pour outiller cette nouvelle génération. Faut pas attendre que je suis pas du tout le genre à dire c'est les jeunes qui vont nous sauver, je pense pas du tout que c'est leur responsabilité, mais en revanche c'est sûr en outillant nos enfants, on fait en sorte que potentiellement le contexte dans lequel ils vont vivre en fait va pas être fasciste et il travaille obscur et voilà tout ça quoi. Mais oui, non, c'est ça, c'est d'ouvrir le champ des possibilités, et puis on hérite tous ces tabous autour de la sexualité, tous ces préjugés. Et je pense que ça, c'est ça. Enfin, ça commence avec ces conversations-là, avec le fait de pouvoir l'avoir à la maison. Tous les enfants l'ont pas à la maison, mais du moins qu'on puisse l'avoir à l'école.
Parce que c'est ça aussi, tous les enfants ont le droit, tous les jeunes, toutes les personnes ont le droit d'avoir accès à cette information-là. Parce que c'est des informations sur leur santé, ça fait partie du droit de l'enfant, en fait, de savoir comment prendre soin de son corps, profiter de son corps et défendre son corps. Et on en revient à ça. C'est un droit assez fondamental. Eh ben écoute, je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que tout est plus clair. Tess, je te souhaite un bon retour au Canada. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ravie. Et n'hésitez pas à la suivre sur son compte @yestess. Famille. Ouais. Famille. Il y a un underscore, non? Enfin bref. Il y a un point, on trouvera. Vous le trouverez. C'est vraiment un super compte et c'est hyper intéressant de te suivre. Et comme d'habitude, si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, par email ou à rejoindre la communauté WhatsApp où vous pourrez continuer la discussion sur le sujet de l'éducation à la sexualité positive infantile. À bientôt. Bye. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.